Écho. Votre matinale info sur Europe 1. Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Ce matin, vous revenez sur l'allocution télévisée hier soir d'Emmanuel Macron. Oui, Dimitri. Il faut y revenir car le président de la République a voulu capter l'attention avec une allocution solennelle, censée marquer l'importance du moment présent. Emmanuel Macron semblait dire « Les temps sont graves et ils le sont d'autant plus que les Français se seraient comportés de frivole manière en ne confiant pas, dis-je, à la coalition présidentielle une majorité absolue. » Cela, Emmanuel Macron ne l'a pas directement dit, mais on sentait bien que cette idée ne lui était pas étrangère. Les macronistes, eux, n'ont pas la pudeur du président et sur les réseaux sociaux, souvent n'hésitent pas à le dire ainsi, ils ne sont pas loin d'ajouter que les Français devraient payer les conséquences de leur irresponsabilité. À la crise politique qui se déploie, Emmanuel Macron fait par ailleurs comprendre qu'il ne voit pas de solution durable. L'Union nationale dont on parle beaucoup depuis 48 heures ne le convainc pas, et s'il pourrait souhaiter un accord de coalition avec les LR, il sait qu'il ne l'obtiendra pas à court terme. Le pragmatisme se présente donc comme la posture la plus adéquate. Il s'agira de construire des majorités de circonstances au fil des projets du gouvernement, en acceptant d'avance qu'elle s'appuiera un jour sur un parti et le jour suivant sur un autre. Ces majorités devront toutefois respecter chaque fois le projet présidentiel. Problème toutefois, mis à part l'engagement européiste qui l'anime, on ne sait pas trop finalement de quoi il est fait. À certains égards, Emmanuel Macron avait justement voulu se faire élire sans être lié par un projet trop précis qui l'aurait engagé, qui l'aurait lié. Sa campagne en zigzag, faite de thématiques contradictoires et de barrages construits au fil des événements, devait créer les conditions d'une présidence affranchie dans ce second mandat non renouvelable qui devait être celui de tous les possibles. Ce n'est pas ce qui est arrivé et l'homme qui se voulait absolument libre se voit aujourd'hui profondément enserré, politiquement diminué, obligé de négocier et cherchant à tenir ensemble un pays qui n'a jamais été aussi ouvertement divisé. C'est la nature de cette division qu'il importe pourtant de creuser si nous voulons comprendre ce qui est arrivé. Alors qu'est-ce que vous entendez par là, Mathieu? Alors la division est naturelle en politique. Elle met en scène des visions du monde opposées, des intérêts contradictoires, des partis en lutte pour le pouvoir. Rien d'original à dire cela, même si notre époque ne veut plus vraiment le savoir tellement elle est au fond d'elle-même antipolitique. Mais ces oppositions s'accompagnent souvent d'un fond commun, d'une expérience du monde partagé. Philippe Séguin aimait rappeler que le génie de la nation permet à la minorité du moment d'espérer devenir la majorité du lendemain, si elle parvient à convaincre le corps électoral de la justesse de son projet. En est-il encore ainsi ? Plus ou moins. Nous sentons bien qu'arrivera un moment, dans le présent siècle, où la référence au peuple français ne s'écrira plus qu'au pluriel, même si le discours public refusera de l'admettre. La fracture sociologique du pays ne semble pas en voie de se réparer. Jérôme Fourquet a parlé d'une France archipélisée. Jérôme Seine-Marie d'un affrontement entre le bloc populaire et le bloc élitaire. Christophe Guilluy a exploré quant à lui les tensions entre la France des métropoles, bénie par les dieux de la mondialisation, et la France périphérique, abandonnée comme si elle n'avait plus pour elle que des dieux morts. Ces analyses ne se confondent évidemment pas, mais elles se recoupent. Et je dis tout cela sans aborder l'émergence, même dans la société française, d'un nouveau peuple issu des banlieues et qui prend forme politiquement à travers la France insoumise. C'est la possibilité même d'un récit commun qui s'effrite et la fracture profonde entre les partis représente cette fracture profonde au cœur de la société française. Certes, les institutions de la Ve République permettent de tenir tout ce beau monde ensemble. Elle est robuste, elle est puissante même si elle semble aussi un peu en fin de parcours. Ce n'est pas la Constitution qui a éclaté dimanche dernier, mais le système des partis sur lequel le régime reposait. Et sans vouloir jouer au professeur de sciences politiques, on rappellera que tout régime repose sur un système partisan et que le dérèglement de ce dernier fragilise par définition l'organisation générale de la cité. On retrouve à travers tout cela un paradoxe. C'est le dérèglement du système partisan qui a enfin permis à la France de voir les grands courants qui la traversent enfin reconnus politiquement. Revenons-en à Emmanuel Macron. Mathieu, il devait parler, il doit se donner les moyens d'agir, mais le pourra-t-il vraiment? C'est peut-être l'autre paradoxe des jours présents. Ils sont nombreux à dire que le rejet d'Emmanuel Macron s'explique par sa tentation de l'hyper-présidence. Il n'est pas interdit de croire, pourtant, que si la logique de la négociation parlementaire ne parvient pas à s'imposer, dis-je, il soit appelé à renouer avec cette verticalité revendiquée et même agressive, au risque d'entrer en collision non seulement avec l'Assemblée, mais aussi avec une partie du peuple français. Il s'agira alors d'une épreuve de force particulièrement vive. Qui cédera le premier? Et que fera Emmanuel Macron de ses 5 années à l'Élysée s'il se découvre structurellement impuissant? Voudra-t-il provoquer les événements? Il se pourrait que les vrais remous politiques soient encore devant nous. Mathieu Bocoté, merci beaucoup Mathieu.